Bonsoir Gilles de Beaupt, vous êtes professeur de lettres et vous êtes président fondateur des études robatiennes. Les études robatiennes nous remettent en pleine actualité Lucien Rebattet. Il se trouve que l'année dernière, l'année 2012, était le 60e anniversaire de la publication du grand roman de Lucien Rebattet, Les Deux Étendards, et que c'était également le 40e anniversaire de la disparition de Lucien Rebattet. Alors Gilles de Beaupt, vous, un an après cette date anniversaire, vous publiez le premier volume des... je ne sais pas comment on peut appeler ça, des carnets ou des annales des études rebatiennes que vous avez fondées afin de mieux faire connaître l'œuvre littéraire de Lucien Rebattet. Car il y a une énorme omerta sur l'œuvre littéraire de Lucien Rebattet. Pouvez-vous, donc Gilles de Beaupt, nous expliquer, nous développer un peu cette question de l'omerta qu'il y a autour de l'œuvre littéraire de Lucien Rebattet, qui serait en somme un peu ensevelie sous l'œuvre pamphlétaire de Lucien Rebattet et qui serait victime un peu des prises de position politiques de Lucien Rebattet avant la guerre et pendant l'occupation. Bonsoir chers auditeurs, oui c'est exactement ça. On pourrait dire, pour résumer, qu'il a eu le tort de publier Les Deux Étendards après avoir écrit Les Décombres, et non pas le voyage avant les pamphlets, dans le cas de Céline. Mais Rebattet est connu surtout d'abord pour Les Décombres, qui est on appelle ça un pamphlet, ce sont davantage des mémoires, si on voulait les catégoriser justement dans la critique littéraire. Mais ça a la virulence d'un pamphlet. Il y a des mots très connus, notamment sur Mauriac, sur Bernanos, qu'on pourra rappeler tout à l'heure. C'est d'abord Les Décombres. Et avant même Les Décombres, il était connu comme critique littéraire sous le pseudonyme de François Vineuil. C'est d'abord comme journaliste et critique qu'il s'est fait connaître, au point que toute sa vie, ça concerne à peu près 8000 articles. Enfin, c'est une somme considérable d'articles qu'il faudra un jour porter à la connaissance du public. On connaît un peu sa critique musicale grâce à l'histoire de la musique, mais on ne connaît rien de sa critique littéraire et de sa critique picturale. On connaît également un peu sa critique cinématographique grâce à un récent recueil, mais ensuite Rebattet est devenu donc ce grand mémorialiste avec Les Décombres, ouvrage sulfureux qui sera pourtant réédité l'année prochaine, dans les mois qui viennent, chez Robert Laffont, dans la collection bouquins. Ah oui, donc ça c'est une nouvelle importante. Oui. Et puis, il sera ensuite, vous savez, au moment où les Alliés débarquaient, quelques mois après le débarquement des Alliés, Rebattet faisait paraître un article intitulé « Fidélité au national-socialisme ». C'est dire à quel point c'était un jusque-boutiste. Il s'est retrouvé ensuite à Sigmaringen. Ce n'était pas imprudent, dirons-nous. Non, c'est au contraire la brouille. Contrairement à d'autres. La brouille avec Brasillac vient de là. Mais il est surtout connu, et c'est surtout pour ça qu'il m'intéresse, pour être l'auteur des Deux Étendards. Deux Étendards, l'histoire de la rédaction de cet ouvrage pourrait elle-même constituer une nouvelle rocambolesque, puisqu'il a écrit ça en partie en prison, les fers aux pieds, et cet ouvrage est passé dactylographié par les mains de son épouse Véronique, il l'a fait passer en prison par un charcutier, enfin toute une histoire invraisemblable. Il l'a eu plusieurs fois, il l'a refait passer en France à l'époque par un pilote quand il était à Sigmaringen. Enfin une histoire invraisemblable, l'histoire de la rédaction des Deux Étendards, qui paraît finalement grâce à Dominique Horry et à Jean Paulhan en 52 à la Gallimard, chez Gallimard, et il est toujours réédité depuis lors chez Gallimard. Il connaît à peu près 20 000 exemplaires depuis 52. Et comme vous le disiez, il s'agit véritablement d'une conspiration du silence. C'est un mot de Rebattet, mais je crois qu'on peut l'accepter en tant que tel quand on voit ce qui s'est passé. Et une conspiration du silence qui a fonctionné. Puisqu'aujourd'hui, il ne s'agit même plus de conspirer, il y a un silence de fait, une omerta, comme vous disiez, sur les Deux Étendards. Petit à petit, elle se lève,
grâce à la force de l'ouvrage lui-même. Mais il faut bien voir que, mis à part Fallois, qui avait fait un très bel article dans Opéra, un des tout premiers, Oui. et puis quelques articles d'amis, Hussard, Blondin ou Nimier, il faut voir qu'à l'époque, Étiamble, qui est l'ennemi politique de Rebattet, Étiamble, le grand critique, Étiamble a fait une recension des deux étendards dans laquelle il recommandait, et plusieurs fois, c'est le leitmotiv de l'article qu'on retrouve dans Hygiène des lettres aujourd'hui encore, lisez donc les deux étendards, un immense éloge des deux étendards. Étiamble s'est fait virer des temps modernes par Sartre. Après cet article. Précisément pour cet article. Ouais, donc il n'a pas accepté que ce soit publié dans les temps modernes, et c'est la nouvelle revue, la NRF, qui l'a publié. Un grand roman, Les deux étendards. Mais ça ne s'arrête pas là. D'autres critiques ont voulu consacrer un article au roman et se le voir refusé. Marcel Arland, dans Combat, Claude Elsen, dans l'article, a été refusé par Liberté, et par Liberté de l'Esprit, et même par la Table Ronde, sous prétexte que les écrivains, que les articles manquaient de mesure dans l'admiration. Alors on voit bien même là... dans la revue de la Table Ronde. Oui. Ouais. C'est tout à fait étonnant. Donc là, on peut, je crois, parler à juste titre d'une conspiration du silence sans être complotiste. On peut remarquer ceci. Rebattet en a été conscient très rapidement, et on lui a fait payer tout simplement son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi, si on voulait être d'une honnêteté intellectuelle précise, on pourrait remarquer qu'il y a d'autres raisons internes ou externes que celles-ci concernant ce silence assourdissant toutefois autour des deux étendards. L'ouvrage fait 1300 pages. Or aujourd'hui, il y a plus grand monde qui est capable de se retirer. Il y a des gens qui, lorsque les livres font plus de 200 pages, les déchirent, paraît-il. Enfin bon, c'est assez... Le sujet lui-même, c'est une problématique religieuse. La longueur, la complexité du sujet, la thématique, voilà bien des sujets, des causes internes, pourrait-on dire, mais qui n'expliquent pas... Qui n'expliquent pas tout. Non. En tout cas, il faudrait remarquer, il faudrait quand même bien remarquer que des écrivains, des critiques, aussi différents que George Steiner et Maurice Bardèche, disaient tous les deux, ils ont au moins un point commun, ça ne leur fera pas plaisir ni à l'un ni à l'autre, c'est de dire que pour Steiner, que c'est une des plus grandes œuvres, à part Le Voyage, il met les deux étendards au-dessus de l'œuvre de Céline, et Bardèche faisait la même chose. Alors, par-delà l'exagération du propos, on voit que les deux étendards créent une communauté d'accord pour ceux qui ont bien voulu le lire. Et je connais peu de personnes qui, après l'avoir lu, mais encore faut-il le faire, ne reconnaissent pas simplement le chef-d'œuvre. Alors, à propos parce que nous allons quand même nous attarder un petit peu sur cette œuvre, Les deux étendards, sur cette œuvre littéraire. Ce grand roman du XXe siècle, vous dites vous-même, Gilles de Beaupt, que c'est le genre que c'est un chef-d'œuvre, et que c'est le genre de chef-d'œuvre qui change une vie. Qui peut changer une vie. Oui, vous faites allusion à une phrase que Maurice Nadeau appliquait à Sous le volcan. C'est ça. Un grand ouvrage aussi. Ouais. Oui, je pense qu'il y a quelques ouvrages dans une vie qui peuvent la bouleverser. Oui. Il y a beaucoup d'événements dans une vie. Il me semble que certains ouvrages peuvent également être ce genre d'événements. Pour qui s'intéresse, pour qui aime la contradiction, pour qui aime la littérature, pour qui est chrétien, la lecture de Nietzsche ou bien la lecture de Rebattet peut être un événement. Un événement parce que ça oblige à se confronter à une batterie de... Rebattet fait feu de tout bois pour exécrer. Il détestait les religions, il les vomissait à mort. Oui, parce qu'il n'y avait pas que le christianisme. Non, bien sûr. Il aimait toutes les religions. Dans les dialogues de vaincus avec... Encore que c'est un peu plus complexe que ça en même temps, puisque... Ah oui, c'est très complexe, mais bon. C'est passionnant à la fois. Ouais. Dans les dialogues de vaincus, il disait qu'il haïssait les religions à mort, qu'il y voyait en elles les plus atroces fléaux de l'humanité. Et il ajoutait « Dommage de ne pas croire au diable, je le regrette souvent ».
Et il ajoutait encore, et c'est là que ça se complique, on pourrait affirmer avec beaucoup de vraisemblance que toutes les religions sont l'œuvre du diable, qui s'évertue ainsi à cacher le vrai Dieu aux hommes. Tiens, le vrai Dieu, alors... Quelle chose étonnante, ce qui fait que assez rapidement, les choses deviennent un peu plus compliquées. À ce sujet-là, il y a dans les lettres de prison, parce que Robatet a été condamné à mort, puis gracié, mais dans les lettres de prison... Qui ont été rééditées... Au Dilettante, voilà. Correspondance avec Cailleux, autre écrivain un peu négligé aujourd'hui, que le Dilettante a réédité également. Et Rebattet, dans une lettre, à l'avant-veille de sa mort probable, qui était l'avant-veille de Pâques, a dit, je cite... Je l'avoue, je n'écouterai pas très volontiers ce soir les stoïques et autres philosophes qui ont moqué les angoisses du jardin des Oliviers. Car il est assez difficile, en effet, de se retrouver dans l'éventualité d'être flingué, comme il le dit, l'avant-veille de Pâques, sans se rappeler que le Christ est le patron de tous les condamnés à mort. Bien sûr. Alors... François Bousquet, non, vous ne vouliez pas intervenir. Vous vouliez poursuivre sur votre lancée, Gilles de Beaupt Oui, pour dire, le Deux étendards, il faudrait préciser d'abord de quoi il en tourne. Voilà, alors venons-en justement au fond. Qu'est-ce que les Deux étendards? C'est quoi ce roman? C'est un immense roman, un roman fleuve, mais que Dominique Horry, comme moi, si je puis me permettre de nous faire juxtaposer ces deux noms, qu'on peut lire en 2 jours et 2 nuits. Ça arrive parfois, tellement c'est passionnant. On le reprend et en 3 jours, on peut en finir avec ces 1300 pages, tellement on est pris. Il s'agit d'une histoire dont la trame est assez simple, on peut la résumer rapidement. Michel, garçon de 20 ans, qui est une transposition de Rebattet lui-même, retrouve son ami Régis, qui se destine à rentrer dans la compagnie de Jésus, les jésuites, qui est lui-même une transposition du jésuite célèbre François Varillon, qui aura son œuvre par ailleurs. Or, ce futur jésuite a connu une sorte de nuit mystique avec Anne-Marie, qui est, pour l'histoire, la transposition de Simone Chevalier, qui elle-même a qui a écrit des livres encore réédités récemment chez Xenia, sur Marie-Madeleine. Ces 2 jeunes gens, donc Anne-Marie et Régis, connaissent une nuit mystique à Brouilly. Rebattet et Michel est très impressionné par cette nuit mystique, puisqu'ils décident tous les deux de lui devenir prêtre et elle de entrer au séminaire. Et cette évocation d'un amour mystique et pur, et à la fois brûlant, va bouleverser Michel. Et il veut les rejoindre. Et pour les rejoindre, il va tenter de rejoindre leur aventure spirituelle. Il essaye de se convertir vainement. C'est amusant d'ailleurs parce que les Deux étendards ont d'abord été publiés en 2 volumes. Et jusqu'à la moitié de l'ouvrage, on voit les tentatives de Michel pour se convertir. Et Rebattet a reçu un jour une lettre de quelqu'un qui n'avait lu que le premier volume, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un 2e volume, et qui pensait que c'était une apologie du christianisme. Mais donc le 2e volume fait bien sûr la part belle à ce qu'on pourrait appeler une déconversion. Une déconversion, puisque une fois que le futur jésuite, reçoit l'ordre de se séparer d'Anne-Marie, Anne-Marie se rejette Michel d'abord, mais se laisse finalement enlever par lui. Et après de multiples péripéties, Anne-Marie se donnera à Michel. Je ne crois pas qu'on puisse déflorer l'intrigue, c'est pas très grave. Mais elle va garder de la foi une grande nostalgie. Elle dira qu'elle a bu le christianisme comme une drogue, mais qu'elle en a pris une dose trop forte. Ce qui fait que Michel et Régis vont triompher, Régis va triompher, le christianisme de Régis va triompher, mais entre Michel et Régis, une jeune fille aura été sacrifiée. Alors ce roman, c'est un roman d'amour. L'amour est le thème central du roman. C'est le thème de... Oui, c'est le thème on ne peut plus classique du roman. On ne peut plus classique. Et c'est l'amour sous toutes ses formes. Dans l'ouvrage lui-même, dans les Deux étendards, Michel a l'envie d'écrire sous l'emprise d'une illumination un roman. Et il parle de l'amour. D'ailleurs, on est à peu près dans la même situation que Proust, puisqu'à la fin du temps retrouvé, on est au début de l'écriture de la recherche. Dans les Deux étendards, on est structurellement dans la même position. Et Rebattet écrit, c'est Michel qui parle, « L'amour, feu central, avait embrasé cette matière inerte du passé, du présent, de l'avenir, du réel, de l'imaginé, que Michel portait au fond de lui,
L'amour l'avait fondue et grâce à lui seul elle prenait forme. L'amour serait célébré dans toutes ses délices et toutes ses infortunes. Mais le livre dirait aussi la quête de Dieu, les affres de l'artiste, la poésie, les secrets des vices, les monstres de la bêtise, la haine, la miséricorde, les bourgeois, les crépuscules, la rosée des matins de Pâques, les fleurs, les encens, les venins, toute l'horreur et tout l'amour de la vie seraient broyés ensemble dans la cuve. Voilà le thème central du roman, énoncé par un des personnages. Donc c'est effectivement un roman qui charrie énormément de choses, des questions fondamentales, écrit, alors il faut bien le dire, est-ce que vous pouvez dire un mot sur le style justement de Rebattet? C'est le grand style classique. C'est le grand style classique, enfin c'est à la fois le style classique structurellement, mais avec des saillies baroques. Exactement. C'est un grand auteur gothique, avait dit Paul Vendôme, et Rebattet avait pris ce terme, ça lui convenait bien. Il faudrait dire que c'est d'abord un auteur classique, mais qui sait être ordurier. En fait, Rebattet n'est pas un créateur de style. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il le reconnaît parfaitement lui-même. Il ne veut pas créer un style. En revanche, c'est un roman dans lequel on trouve une polyphonie stylistique tout à fait incroyable. Au niveau des genres qui sont à l'intérieur du style, on trouve des monologues, on trouve des lettres, on trouve toutes sortes on trouve des parodies de l'Ancien Testament. On trouve toutes sortes de genres, mais il joue de tous les claviers. C'est ça, il joue de toutes les armes. De toutes les armes, oui. Il fait feu de tout bois. Ça correspond d'ailleurs un peu à Rebattet, qui est un personnage qui mêlait inextricablement le génial et le vulgaire. Et quand on rencontrait Rebattet, c'est la première chose qui ressortait. Il suffit de voir les portraits qu'ont fait de lui Robert Poulet ou Brasillac. C'est la première chose qui ressort. Un frénétique ordurier capable d'un seul coup de la plus exquise finesse. Et les deux étendards sont construits de la sorte. Il a pris la finesse de l'analyse proustienne, c'est ce qu'il dit lui-même, pour s'intéresser à des problèmes qu'il jugeait plus fondamentaux, en l'occurrence Dieu et l'amour. C'est ça. Ah oui. Du reste, ce qui fera dire à Rebattet, lui, l'anti-chrétien, finalement, je suis un peu le dernier catholique du XXe siècle. Ça, c'est sans trop jouer sur les paradoxes. Sans trop jouer sur les paradoxes, on peut dire effectivement qu'il disait. Parce qu'il considérait justement la question comme l'une des plus essentielles. Oui. Je pense qu'il faudrait dire que, enfin, à mes yeux, c'est un roman qui prend la question religieuse, et en l'occurrence la question chrétienne, comme fondamentale. Donc il la prend vraiment très au sérieux. Oui, à mes yeux, c'est le plus grand roman religieux du XXe siècle. C'est ça. L'équivalent des frères Karamazov, mais de l'autre point de vue. De l'autre point de vue, oui. Et à mes yeux, pourquoi cet ouvrage est-il fondamental? Pourquoi est-ce qu'il peut dire que c'est le dernier écrivain catholique? Parce qu'il se fait une très haute idée du catholicisme, malgré que ce soit son ennemi principal. Et il sera même le premier à déplorer les effets de Vatican II. C'est ça. Ce qui est très étonnant. Et pourquoi fondamentalement est-ce que cet ouvrage est le plus grand ouvrage religieux du XXe siècle? C'est parce que Rebattet ne s'attaque pas simplement à la foi. Il s'attaque, alors bien sûr il s'attaque à la foi, mais il s'attaque à ce qui fait le cœur du christianisme, en l'occurrence l'amour. La question que Rebattet pose, c'est une question théologique, il pose la question « qu'as-tu fait de ton amour ?» Voilà la question que Rebattet pose au christianisme. Or, le christianisme est la seule religion à définir Dieu par l'amour, comme on le voit dans le prologue, et même chez Paul, on voit que l'amour est la principale des vertus théologales. Autrement dit, Rebattet s'attaque au cœur du christianisme. Alors la question qu'on pourra lui poser ensuite, c'est comment attaquer l'amour si les armes sont elles-mêmes l'amour? Chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Courtoisie. C'est la seconde partie du Libre Journal des Traditions, seconde partie préenregistrée, et nous entretenons avec Gilles de Beaupt de Lucien Rebattet et des deux étendards à l'occasion de la parution du premier volume des études rebattiennes. Alors, cher Gilles de Beaupt, un mot encore, on s'est un peu attardé sur les deux étendards. Il faut dire que les deux étendards constituent un peu le centre, le gros morceau, le morceau de choix de ce premier volume des études rebattiennes.
hein, puisque vous publiez... il y a un entretien avec vous sur les deux étendards. Il y a l'incipit des deux étendards par Lucien Rebattet lui-même. Il y a un autre texte de Rebattet sur le personnage d'Anne-Marie, enfin, etc., etc. Oui, ce sont des textes qui sont... des études de Louis Baladier et de Nicolas de Grotte. Hein. Oui, ce sont des textes inédits de Rebattet. C'est d'abord la mission que... Alors, c'est la mission des études rebattiennes. C'est d'abord la première mission des études rebattiennes, c'est de faire connaître des textes inédits de Rebattet qu'on doit à l'amitié de Nicolas Dissendorf, entre autres. La présentation la préface de Margot l'Enragée, un roman inédit de Rebattet où il est beaucoup question des deux étendards, des extraits d'un journal inédit, et puis une lettre très étonnante qu'on m'a envoyée de Thaïlande, une lettre savoureuse où Rebattet raconte à la fin de la dernière année de sa vie ce que deviendraient ces personnages 20 ans plus tard. 20 ans après, comme aurait dit Dumas, et puis des études de registre universitaire sur l'œuvre de Rebattet. Louis Baladier qui signe un article qui est en quelque sorte le premier article de critique littéraire concernant Rebattet. C'est un immense chantier, les études rebattiennes. Un article de Nicolas de Grotte sur la conversion dans les deux étendards, car il est fascinant de remarquer que Rebattet a une très fine connaissance de ce que peut bien être la conversion dans le christianisme. C'est pour ça qu'il se permet de voir que Michel, qui n'est pas tout à fait Rebattet dans ces cas-là, ne comprend pas ce que c'est qu'une véritable conversion chrétienne. Et puis Pascal Ifry, spécialiste bien connu de Rebattet, qui fait une comparaison entre le journal des faux-monnayeurs et l'étude sur la composition des deux étendards. Car on a affaire avec Rebattet à un aérolithe dans l'histoire de la littérature française. Sur le même thème, on a des journaux, le journal de Varillon qui a été publié, le journal de Rebattet qui est inédit, le journal de Simone Chevalier et deux romans. Roman de Simone Chevalier, un peu oublié, La ville aux deux fleuves, sur cette histoire, le roman de Rebattet lui-même, et puis une sorte de métadiscours, des études sur la composition de Rebattet, où on rentre dans l'atelier de l'écrivain, où il nous explique les affres de la création. On pensait que ça n'existait qu'avec Gide, mais non, il y a bien chez Rebattet la même chose. C'est ça. Alors, autre roman, comment situer les deux étendards, enfin, par rapport... vous avez cité des inédits de Rebattet, et puis il y a l'autre roman de Rebattet, Les Épimures, comment se situe-t-il par rapport aux deux étendards? Les deux Épimures, il a écrit ça à sa sortie de prison en quelques mois. Les Épimures, c'est une référence à Peggy, Heureux les épimures et les blés moissonnés. C'est un petit ouvrage qui a eu un peu de succès, ce qui a beaucoup peiné Rebattet, puisqu'on lui accordait du succès pour les épimures, alors que son seul et vrai ouvrage, c'est les deux étendards. Les épimures, c'est l'histoire d'un jeune musicien qui sera fauché par la guerre de 14. C'est ça. Alors, pour revenir aux études rebattiennes, Gilles de Beaupt, donc le premier volume est sorti. Hein. Oui. Pouvez-vous... donc, on peut se procurer ce premier volume en écrivant aux études rebattiennes, je dis bien rebattiennes, R-E-B-A-T-I-E-2-N-E-S, 10 rue Stanislas, Paris 6e, ou en consultant le site des études rebattiennes, dont vous allez donner l'adresse exacte. Le plus simple, me semble-t-il, c'est de taper études rebattiennes ou mon propre nom, Gilles de Beaupt, et on tombe sur ce site. Donc, études rebattiennes, en un seul mot, hein, tout attaché. Rebattienne, études, T-U-D-E-S, R-E-B-A-T-I-E-2-N-E-S, ou Gilles de Beaupt, D-E, et plus loin, B-E-A-U-P-T-E. Voilà. Merci Gilles de Beaupt pour cette présentation des études rebattiennes, qui est une association, je précise, une association qui publie, hein, dont le but est de publier, de faire connaître l'œuvre littéraire, encore une fois, de Lucien Rebattet, en publiant des inédits, des correspondances, des articles. Et vous avez évoqué tout à l'heure tous les articles, les milliers d'articles écrits par Rebattet, articles littéraires, musicaux, cinématographiques, picturaux, artistiques et autres. Donc c'est une tâche énorme,
À plus long terme, vous avez l'intention d'organiser des colloques, même éventuellement, et des colloques universitaires, même autour de l'œuvre de Lucien Rebattet. Merci Gilles de Beaupt. Je rappelle la publication de ces études rebattiennes, du premier volume des études rebattiennes. Je rappelle par ailleurs le 3e volume des souvenirs de Guylaine Diesbach, Un début à Paris, aux éditions Via Romana. Cette émission est terminée. Merci chers auditeurs. Bonne fin d'année et à l'année prochaine. Bonsoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des traditions dirigé par Christian Brosio, deuxième partie d'émission préenregistrée le 11 décembre 2013, diffusée pour la première fois le jeudi 26 décembre 2013 de 18h à 21h, le vendredi 27 décembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM des 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.